Bien sûr. Justement, à ce propos, est-ce que vous pensez que toutes les écoles de commerce se valent? Je pense notamment à certaines écoles post-bac où vous payez l'année 6 000 € où les étudiants font souvent la fête. Est-ce que vous pensez vraiment que des fois ça vaut vraiment le coup? Faire la fête n'est pas une mauvaise chose. Non, 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 bien sûr. Les gens qui ne savent pas se réjouir, ils ne savent pas être sérieux. Hein. Je dis, il faut tout bien faire. Hein. Quand on travaille, quand on chahute, quand on fait la fête. On fait tout bien. On essaie de tout. Donc, faire la fête, c'est pas une critique. Les 6 000 €, faites attention, un étudiant universitaire, ça coûte 9 500 € par mois. Bien sûr. Il coûte. Maintenant, il y a des structures où en France, c'est l'État qui paye, d'autres, c'est les gens qui payent en direct. Donc, ceci ne permet pas de juger. Et c'est pas moi qui vais critiquer les écoles privées, puisque moi-même, j'ai créé, avec des industriels lyonnais, une école pour former des futurs entrepreneurs. Et les gars, ils faisaient bien la fête, mais ça bossait dur. Et la plupart sont entrepreneurs aujourd'hui, et j'en suis très fier, et qui maintenant, ils sont dans l'école SDS, qui est une école qui fait son cheminement tranquillement et de bon côté. Donc, votre question, c'est qu'est-ce que je pense de ces écoles à la française? Est-ce qu'il y a un tri à faire, en tout cas, dans certaines des écoles qui existent? Mais forcément, mais il y a un défaut en France, c'est le monolithisme. Moi, il faut des tas... Je suis pour les écoles anormales. En France, on a des écoles normales, c'est des écoles à calibrer. Moi, je pense qu'il faut des écoles anormales. Et c'est-à-dire que pourquoi pas? J'ai pas dit que cette école anormale serait faite pour moi ou pour mes enfants, mais pourquoi pas faire des écoles anormales? Pourquoi pas faire des écoles, je sais pas moi, des écoles totalement en plein air, quoi, avec des cours dans la nature? Pourquoi pas faire des écoles de production? Pourquoi pas faire que les étudiants de Lyon 3 fassent la gestion de Lyon 3? C'est le concept de ces lycées. Non, mais pourquoi pas? Mais je sais pas, il n'y a pas une solution. On est dans un monde de plus en plus complexe, il y a des solutions. Et la manière, on règle la complexité par la liberté. Donc il faut laisser à les écoles des choix, avec des contrôles a posteriori plutôt que des contrôles a priori. Il ne faut pas que la politique dise sans cesse, vous, ah ben, a priori, vous n'avez pas entendu votre chance, non, vous n'avez pas le droit, vous avez le droit. On laisse faire, et parce qu'il y a l'ordre du bien public, on surveille, et si on voit que ça dévie, dans ce cas-là, on sanctionne ou on encourage. Mais laissons les formes d'organisation très très différentes exister, et de là va jaillir, de ces diversités de singularité, on trouvera un tronc commun, quelque chose d'universel néanmoins. Je pense qu'on étouffe, on crève de normes, on manque d'autonomie. Très bien. Justement, toujours dans cette thématique des écoles, puisque c'est ce qui nous intéresse à notre association, Promouvoir l'IA Lyon, les classements internationaux ne sont pas favorables à nos universités. l'IA Lyon est une école de commerce au sein d'une université, plutôt qualitatif, pourtant on n'apparaît pas dedans. Est-ce que c'est important déjà selon vous d'apparaître dans ces classements internationaux? Justement, c'est le problème de cette norme et de l'impérialisme du vraisemblable par rapport du semblable au vrai plutôt qu'au vrai. Et la question, c'est que si on faisait fictivement une université qu'on appelle l'université Ronald, qui correspond à l'université de Shanghai, c'est qu'on prend tous les universitaires de Grenoble, de Saint-Étienne, de Bourg, de Lyon, etc., on met ça tous ensemble dans une même structure juridique qu'on appelle ça l'université Ronald, on serait dans les classements de Shanghai. Donc c'est totalement aberrant. C'est comme si vous preniez tous les boulangers de France, vous les mettiez dans une seule structure, vous auriez une multinationale, ce serait la multinationale de la boulangerie française. Est-ce que ça serait plus efficace que 30 000 petits boulangers indépendants où chacun fait son pain à sa manière? Donc on est dans une logique de l'image et de la communication globale où seuls les gros peuvent exister. Donc jouons le jeu, faisons l'université Ronald, mais surtout que cette université Ronald nous foute la paix. Et qu'elle s'occupe de rien, de satisfaire uniquement le classement de Shanghai, qui est un classement relativement débile. Maintenant, il est débile pour une autre manière, c'est qu'il s'appuie sur des critères qui sont qui sont biaisés. Par exemple, on va dire le nombre de prix Nobel. Vous avez un prix Nobel dans l'université, vous faites un bon total. La question, c'est qu'on sait très bien que l'affectation des prix Nobel, c'est une chose qui est pas mal, mais on sait très bien que c'est éminemment politique. L'affectation, c'est éminemment politique. Ça va être le nombre de publications. Toutes les publications, les revues de recherche aujourd'hui sont toutes américaines. Donc les Américains publient facilement des revues américaines. C'est pas parce que dans l'université on n'a pas publié que les gens qui enseignent sont forcément stupides. Donc on arrive dans un système hyper normatif où ceux qui contrôlent la norme s'en servent comme atout stratégique pour empêcher d'autres écoles d'exister. Alors il faut jouer dans ce jeu-là, il faut aller dans le sens puisque c'est ce qui existe. Mais il faut savoir raison garder, il faut savoir s'éloigner de cet impérialisme des normes supranationales qui vont faire croire que l'excellence n'est pas bonne, alors qu'il y a une excellence, notamment dans le cadre de l'IA. Mais c'est un problème, je dirais, de communication, à un certain moment donné, et que de communication. Très bien. On va désormais passer à la rubrique un peu plus... sur l'histoire des normes. Si, c'est clair, c'est très clair. Très clair. On passe donc à la rubrique un peu plus politique, du fait que Monsieur Louis a un engagement politique.
l'actualité, des centaines de milliers de personnes dans les rues qui protestent contre la réforme des retraites. Quel est votre point de vue sur la question politique? Moi, je veux dire, d'une certaine manière, tout est politique. Il ne faut pas vous faire des illusions. Oui, oui, non, bien sûr. Quand on parle d'une école où on paye ou on ne paye pas, lorsque l'on parle des jeunes de Shanghai, tout est politique, c'est la cité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivre ensemble. C'est politique. Celui qui n'est pas poli, je le dis souvent, il est impoli, il est impoli. Moi, c'est le vivre ensemble qui m'intéresse. Et il y a une noblesse en France, c'est d'être citoyen, c'est d'être responsable de cette cité. On porte cette cité. Je me suis toujours demandé ce que je pouvais faire pour mon pays avant de me demander ce que mon pays pourrait faire pour moi. Donc d'où l'engagement. Et je pense que l'engagement entrepreneurial, l'engagement politique, ce sont des engagements qui sont tous passionnants parce que c'est une autre facette de la réalité. Alors, pour répondre à votre question des étudiants qui sont dans la rue, c'était pas tellement des étudiants, c'était des gamins qui étaient dans la rue. Oui, la question, je comprends qu'il y ait une forme de désespoir. Je comprends qu'il y ait des espoirs au niveau de la jeunesse, puisque eux, ils se disent, j'ai du mal à rentrer sur le marché du travail, et maintenant on me parle d'avoir du mal à sortir du marché du travail. Donc les gars, ils se disent, le tuyau est bouché des deux côtés, donc ça fait du désespoir. Mais il faut quand même être lucide. L'espérance de vie des hommes augmente, donc on vit de plus en plus vieux, et tous les 3 ans on gagne un trimestre de retraite. On vit de plus en plus vieux, et la période de cotisation a tendance à se rétracter. Donc, si on n'allonge pas la durée de retraite, il va falloir augmenter les cotisations sur qui? Sur les jeunes qui vont travailler. Donc moi, j'aurais 18 ans aujourd'hui, je dirais, hé, papy, travaille plus longtemps, de manière à ce que j'ai moins de charges, de manière à avoir des chances de faire mon entreprise. Et je ne comprends absolument pas quel est le mode de raisonnement économique qui se passe dans la tête de ces jeunes manifestants, parce que, à mon sens, on est obligé de travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, c'est pas plus compliqué que cela. Avant, en 50, on avait 4 cotisants pour un retraité, nous avons 6 cotisants pour un retraité. Dans 10 ans, on va avoir un cotisant pour un retraité. Ce un cotisant, c'est celui qui était dans la rue aujourd'hui. Et il va trouver que payer la retraite de lui, c'est cher. J'espère bien qu'il la payera. Oui, mais alors la question, il a qu'à me faire travailler plus longtemps. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, la question, fondamentalement, c'est qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être qui se saisit de la question des retraites. Et on tombe dans un monde d'irrationnel, mais c'est un mal-être existentiel. Alors là, on est sur d'autres questions qui sont beaucoup plus politiques. C'est le problème de l'enfance, c'est le problème de la famille, c'est le problème de la situation d'un individu par rapport à son propre corps, par rapport à son affection, par rapport au sens. Et que très souvent, vous verrez que l'enthousiasme ou la chose comme ça, il faut regarder du côté des valeurs que vivent les gens. Et je pense qu'il y a une grande tristesse dans notre monde. Alors ça, c'est un autre sujet, on touchera la philosophie. Ouais. Prochain rendez-vous. Voilà. Et quand certains membres du PS disent si on est élu, on reviendra à la situation actuelle. C'est de la provoque, de l'irresponsabilité politique, une fois que la réforme a déjà été approuvée. Si tous les politiques étaient jugés par tout ce qu'ils ont dit, je crois que dans ce cas-là, bien sûr qu'ils ne reviendront pas. Puisque de toute manière, la norme européenne, c'est de nous amener à 65-67 ans, et à ce que je sache, ils ont tous soutenu le fait que l'Europe est une suprématie de la loi européenne sur la loi nationale. Et donc vous aurez tôt ou tard, vous ne pourrez pas avoir une loi qui déroge en France par rapport au principe européen. Donc à mon avis, ça c'est un effet d'annonce, et je dirais même que c'est une tromperie. Donc de toute manière, c'est évident qu'il ne reviendra pas dessus, et ils accéléreront un peu le processus. Vous n'avez qu'à prendre les socialistes en Grèce, en Espagne, etc. Ils sont tous passés à cela. Et c'est Schröder qui avait fait avancer déjà la retraite en Allemagne, et en France, il faut exactement la même chose. Et la question n'est pas là, la question c'est la conquête du pouvoir. C'est pas ce qu'on fera quand on sera au pouvoir. Bien sûr. Justement, vous venez de citer l'Allemagne, vous la citez souvent en exemple dans vos cours. Si la France devait s'inspirer de quelques mesures qui fonctionnent chez notre voisin, quelles seraient-elles pour notre économie en tout cas? Il y a un principe de réalité par rapport à l'école, c'est que déjà un étudiant après avoir passé l'abitur, le bac, va souvent 1 an en entreprise. Donc là on baigne dans la réalité. Mais si on passe d'une manière un peu plus globale, l'Allemagne est à défaut, ils perdent à peu près 200 000 habitants par an. C'est un pays qui vieillit, c'est un pays de rentiers, mais ils ont quelques atouts très importants sur le plan de la politique économique. Sur le plan de la politique économique, la première chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont gardé une politique industrielle forte. Une politique industrielle forte, moi j'ai travaillé sur le dossier Galileo, eux ils nous ont laissé le marketing et la direction de Galileo, eux ils ont pris des sites opérationnels. C'est-à-dire que une politique industrielle centrée sur la machine-outil. Donc en restant en amont du processus industriel, parce que quand vous faites les machines-outils, vous contrôlez tout le processus. Nous on est rentré dans une logique un petit peu de tertiarisation en disant on va faire du marketing, de la finance, de la logistique, mais tôt ou tard quand l'industrie n'est plus là, ce tertiaire disparaît.
un emploi dans l'industrie, c'est 2 ou 3 dans le tertiaire. Et eux, en gardant un choix très industriel, ça, ils ont, à mon avis, ils ont fait quelque chose d'intéressant que nous, on a un peu abandonné, ce qui, à mon avis, est une catastrophe. La deuxième chose, il y a un élément très intéressant qui provient certainement de l'histoire du syndicalisme allemand, qui n'a rien à voir avec l'histoire du syndicalisme français, c'est la co-responsabilité véritablement du monde syndical dans le monde des affaires, et qui est très importante. Et un des fruits immédiats, c'est que les Allemands ont compris que baisser les prix dans une entreprise, c'est aide sociale. Pour nous en France, augmenter le pouvoir d'achat, c'est augmenter les salaires. Pour les syndicalistes allemands, baisser les prix de vente d'une entreprise, c'est permettre d'augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde en Allemagne. Et ça, c'est un atout considérable, parce que quand vous arrivez à faire comprendre que faire baisser les prix, c'est social, puisque le clochard qui n'a pas de revenus va payer son fromage moins cher, ben, vous avez gagné surtout, parce que premièrement, vous cassez les revendications inflationnistes, où tout le monde demande à l'État de payer ou de ne pas payer, etc. Par exemple, en Allemagne, on a compris qu'il valait mieux faire payer le consommateur que le producteur. Angela Merkel a augmenté de 3 points la TVA, mais a baissé l'équivalent de la recette fiscale des charges sur les indemnités de chômage payées par l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, le produit sorti d'usine coûte moins cher, donc le produit est bon à l'export. Et donc, comme les prix ont tendance à baisser, même malgré un euro fort, il reste compétitif. Alors que nous, comme les Grecs, on augmente nos charges, donc nos prix, on perd de la compétitivité, on a une monnaie forte, mais on détruit. Donc tout ceci, ce sont des points qui en Allemagne donnent des atouts, mais l'Allemagne a quand même un certain nombre de défauts. Et donc, si elle devait retenir une seule mesure française à appliquer chez elle? L'Allemagne? Oui. Mais il disait heureux comme Dieu en France, hein, quand il parlait de la France, hein, ben c'est qu'ils deviennent français. Non, je ne sais pas quoi dire, c'est une bêtise. Non, moi, ce que je veux pas. Moi, j'aime quand les Allemands sont allemands, quand les Anglais sont anglais, quand un Algérien est algérien, quand un Français est français. Parce que je pense que chaque nation porte une culture et chaque culture dit quelque chose de l'homme. Aucune culture peut dire qu'elle épuise l'homme. Je crois que la culture française dit énormément de beaucoup de facettes de l'homme. Mais ce serait dommage que tous les pays se peignent en gris. Si tout le monde était gris, la vie serait triste. Et le fondement de l'échange économique et de l'échange culturel, c'est que l'autre porte vraiment une vraie culture. Donc je demande aux Allemands, restez des vrais Allemands et laissez-nous être des Français. Et vous verrez que quand vous viendrez en France, ça vous fera un dépaysement. Et moi, quand je vais chez vous, ben, votre bière aura un goût encore un peu spécial. Très bien. Là, je pense qu'on va conclure sur cette note. Assez... Buvons de la bière. Buvons de la bière, exactement. Monsieur Louis, merci beaucoup. Je sais pas ce que vous en faites. Vous taillez dedans, hein, s'il y a des erreurs de français, vous les corrigez. Oui, c'est bon. Je te laisse.